où à chaque élection présidentielle, on repousse d'abord les élections locales et ensuite on enchaîne. Le 25 mars 2026, Paul Biya a promulgué la loi prorogeant le mandat des 180 députés à l'Assemblée nationale jusqu'au 20 décembre 2026. Du dépôt du projet de loi à la signature présidentielle, 6 jours, 9 mois de mandat supplémentaire, la deuxième prorogation en 2 ans, la troisième depuis l'élection de ce même député en 2020. Au terme de ce feuilleton juridique expédié en procédure d'urgence, un mandat constitutionnel de 5 ans en aura duré 7, 40% de rallonge, sans que les électeurs aient eu leur mot à dire. Il y a dans tout exposé des motifs, une rhétorique particulière, celle qui transforme le commode en nécessaire, le voulu en inévitable, la politique en technique. Le projet de loi déposé ce jeudi 19 mars en offre un exemple d'une belle régularité. Les mots qui y reviennent: alléger la charge financière, permettre à ELECAM de se réajuster, assurer une organisation plus sereine, sont des mots raisonnables, posés, irréprochables, des mots qui ne claquent pas, des mots qui ne dérangent pas, des mots au fond dont la fonction principale est de ne rien dire de trop. Mongo Betty, l'écrivain camerounais, le plus subversif que le pays ait jamais produit, avait mis un nom sur ce procédé dès 1972 dans Membas sur le Cameroun. La langue du pouvoir postcolonial, observait-il, consiste à habiller les réalités les plus brutales dans les vêtements les plus consensuels. Le livre publié contre Ahidjo fut immédiatement censuré. Saisi, l'éditeur poursuivit. Le texte reste et son diagnostic, lui, s'est révélé héréditaire. La prorogation de ce 19 mars 2026 n'est pas la première de l'histoire camerounaise. En juillet 2024, le gouvernement avait déjà posé un premier projet de loi portant prorogation du mandat des députés de 12 mois, le repoussant du 10 mars 2025 au 30 mars 2026 au nom de la nécessité d'alléger le calendrier électoral. La même rhétorique, les mêmes mots, deux textes distants de 20 mois qui se ressemblent comme deux actes d'un même opéra, assez si près que dans les opéras, on sait d'avance que tout finit mal. Ce n'est pas la règle qui est tordue, c'est la règle que l'on plie avec art, avec soin, avec la solennité de celui qui respecte ce qui contourne l'article 15.4 de la Constitution. Existe bien. La consultation du Conseil constitutionnel a bien eu lieu. Les bureaux des deux chambres ont transmis leurs avis. Tout est conforme. La légalité est entière. C'est la légitimité, cette chose moins tangible que les textes de droit ne savent pas fabriquer, qui manque à l'appel, dit-on. Depuis les réformes qui ont été faites dans les années 90 sur le nombre de la durée du mandat présidentiel qui est passé à 7 ans, on a donc l'impression qu'il y a comme une sorte d'habitude de proroger aussi le mandat des conseillers municipaux et des députés qui, eux, sont généralement à 5 ans, de les proroger jusqu'à ce que ça fasse la même durée. Le Cameroun a une relation ancienne et singulière avec son propre calendrier électoral. Et cette relation a une date de naissance. Le retour du multipartisme fut inauguré en mars 1992 par les premières élections législatives concurrentielles suivies en octobre de la même année par la première élection présidentielle pluraliste. Ce premier scrutin allait poser les jalons d'une tradition tenace, celle du résultat contesté et de l'institution mise au service du résultat voulu. À la présidentielle d'octobre 1992, les résultats officiels donnaient Paul Biya vainqueur avec 40%
des voix contre 36% pour Ninjon Frunzi. Ces résultats furent dénoncés comme frauduleux par l'opposition et des observateurs internationaux mirent en cause leur validité. Les résultats tardèrent à être publiés. L'opposition, déjà désavantagée par le caractère anticipé de la consultation et le scrutin à un tour, dénonça des fraudes massives. Ninjon Frunzi proclama sa propre victoire le 20 octobre. Le 23, la Cour suprême annonça la réélection de Paul Biya. Des émeutes immédiatement réprimées éclatèrent alors dans les bastions de l'opposition. Au terme de ce scrutin, le plus controversé de l'histoire du Cameroun démocratique, Paul Biya fut proclamé vainqueur, devançant de 4 points seulement Ninjon Frunzi, qui s'insurgea alors contre sa victoire volée. Les archives existent, les témoignages aussi. La Cour suprême, elle, avait tranché. On connaît la suite. 30 ans plus tard, la mécanique n'a pas fondamentalement changé. Elle s'est seulement raffinée. On ne vole plus les élections après qu'elles ont eu lieu, raconte-t-on au Cameroun. On les retarde avant qu'elles n'aient lieu. C'est plus propre, dit-on. C'est constitutionnel et c'est tout aussi efficace. Et c'est comme si c'est une entente, en fait, j'ai l'impression, parce que chaque année, ou tous les 5 ou 7 ans, on nous fait les mêmes justificatifs, en fait. Vous allez toujours voir, on reviendra sur le fait que nous n'avons pas suffisamment d'argent pour organiser une élection locale. Oui. Or, c'est une prévision d'au moins 5 ans. Et depuis pratiquement 30 ans, c'est tous les 5 ans, on sait qu'on a une élection locale, mais on repousse au maximum cette élection locale. À la présidentielle d'octobre 2025, Paul Biya fut réélu avec 53,66% des suffrages pour un 8e mandat consécutif. L'issue du scrutin vit éclater d'importantes manifestations à travers le pays. Son principal rival, Issa Chiroma Bakary, revendiqua la victoire et dénonça une mascarade. Maurice Kamto, le principal opposant, avait été exclu de la course bien avant le scrutin par les mécanismes même que les prorogations successives avaient consolidés. Les accusations de braquage à ciel ouvert visant Elegam, le MINAT et le Conseil constitutionnel ont profondément érodé la confiance publique et la légitimité des institutions. C'est dans ce contexte, une présidentielle sous tension, une opposition fragmentée, un pays encore meurtri par les violences post-électorales que s'inscrit cette nouvelle prorogation. Elle n'est pas un événement isolé. Elle est un chapitre supplémentaire d'un long roman dont le même auteur tient la plume depuis 1982 et raconte certains experts. Cette année-ci, malheureusement, on n'a pas dérogé à la règle. C'est-à-dire que même lorsqu'on nous dit que c'est le mandat des grandes réformes, on se rend compte qu'on garde les mêmes habitudes, on est toujours dans les mêmes ententes, on est toujours dans la répétition. Et malheureusement, donc, le Parlement camerounais qui n'a pas encore une certaine autonomie, et ça c'est compréhensible avec quand vous voyez sur 180 députés, 150 députés d'une même formation politique, ne vous attendez pas à ce que elle soit là-bas qu'il y ait une sorte de démocratie, au contraire. Ce pays a produit des intellectuels d'une lucidité remarquable sur ces questions. On les cite trop rarement quand on parle de politique camerounaise, comme si la réflexion sérieuse sur le Cameroun ne pouvait venir que d'ailleurs. Fabien Eboussi Boulanga, philosophe, avait consacré en 1997 un livre entier à ce qu'il appelait la démocratie du transit au Cameroun. Cette forme particulière de régime qui imite les formes de la démocratie sans en accepter les conséquences. Dans Ligne de résistance, recueil des chroniques couvrant les années 1990, il posait alors une question d'une brutalité tranquille. Sommes-nous en voie de nous installer pour longtemps dans une société infrahumaine où règne la funeste passion de l'enrichissement soudain,
Une joyeuse insouciance barbouillée de sang, de crasse, de stupre, accompagnant la destruction de notre patrimoine d'humanité. Fabien Eboussi-Boulaga, philosophe, ligne de résistance. La question date de 1999. Elle n'a pas trouvé de réponse définitive. La loi promulguée ce 25 mars 2026 est peut-être l'une de ces réponses provisoires. Achille Bembe, historien et politologue camerounais, prix Holberg 2024, l'une des plus hautes distinctions en sciences humaines, avait décrit dans de la postcolonie ce qu'il appelle, je cite, le régime de l'accommodement. Un système où le pouvoir se perpétue moins par la force que par la normalisation de l'absurde, jusqu'au point où les sujets eux-mêmes contribuent à son maintien par habitude, par résignation ou par calcul. La postcolonie, écrit-il, est une pluralité chaotique pourvue d'une cohérence interne avec un art spécifique de la démesure. On ne peut pas lire ces lignes et entendre un élu RDPC déclarer sans soucier qu'il est habitué à ces prorogations et que les circonstances l'exigeaient. Comme David Manfo l'a confié à la presse avec la sérénité d'un homme qui a appris à trouver les circonstances exactement là où il en a besoin. Et Mongo Betty encore lui d'ajouter depuis ces pages interdites. La bourgeoisie africaine ne construit rien, elle hérite et elle gère, de la manière la plus intéressée qui soit, l'héritage des colonisateurs. Mongo Betty. On peut discuter la formule, on ne peut pas ignorer ce qu'elle désigne. La prorogation aussi, qui va amener la durée du mandat jusqu'en décembre, va aussi poser un problème majeur. Il faut se demander comment est-ce que cela va s'organiser, s'il faut convoquer le corps électoral en décembre, sachant que en réalité en novembre il y a une session parlementaire obligatoire. La Constitution oblige qu'en novembre il y ait cette constitution pour il y ait cet appel des députés pour notamment l'orientation budgétaire. Donc, comment est-ce que cela va s'organiser? Comment est-ce qu'on va pouvoir matérialiser cela? C'est assez complexe. Si on ajoute encore le cas des élections municipales, ça pose encore un deuxième souci parce que les délais sont aussi compliqués. On nous annonce des réformes constitutionnelles pour pouvoir rendre tout cela possible. Le 17 mars 2026 restera une date dans les annales parlementaires. L'honorable Théodore Datouo a été élu président de l'Assemblée nationale, succédant ainsi à Kavaye Yege Djibril, en poste depuis 34 ans. Le symbole n'est pas mince. 2 jours plus tard, le projet de prorogation était déposé. La nouvelle Assemblée, à peine installée sous une nouvelle présidence, commence son existence en votant sa propre extension de vie. C'est ce que Fabien Eboussi-Boulaga appelait la démocratie de transit. On change les hommes, on garde le système. La date du 20 décembre 2026 n'a pas été choisie au hasard. Elle dépasse de plusieurs mois la fenêtre que les contraintes techniques strictes imposaient. L'article 16 de la Constitution fixe que l'élection d'un nouveau député doit intervenir entre 40 et 120 jours après la fin du mandat sortant et que le corps électoral doit être convoqué 90 jours avant le scrutin. Mathématiquement, une prorogation jusqu'en août 2026 aurait suffi. Aller jusqu'au 20 décembre, c'est se ménager une réserve, dit-on, une assurance, un droit de tirage supplémentaire sur le temps. Si d'aventure les circonstances du jour, elles, devaient à nouveau l'exiger. Dans le vocabulaire du droit camerounais, cette précaution s'appelle prudence. Dans celui de la démocratie, elle s'appelle autre chose. Un élu RDPC cité par la presse résumait l'état d'esprit général avec une candeur qui mérite d'être saluée. Ses collègues ont salué l'initiative du président, y voyant l'expression de sa grande vision et sa sagesse qui lui permettent d'avoir
une bonne lecture de la situation socio-politique du pays. La grande vision, la sagesse, la bonne lecture. Dans la langue du pouvoir camerounais, ces mots signifient toujours la même chose. La décision est prise, elle est bonne. Et il serait malvenu de s'interroger davantage. Je trouve que c'est beaucoup trop de gymnastique, c'est beaucoup trop de réflexion inutile, alors que là où nous sommes, nous avons des problèmes qui sont concrets, on a des véritables soucis, on se rend même compte que les acteurs locaux aujourd'hui doivent être remplacés. L'honnêteté intellectuelle commande de s'arrêter sur les arguments sérieux qui plaident pour cette prorogation, non pour les valider en bloc, mais pour mesurer leur poids réel. Le premier est arithmétique et incontestable. La loi de prorogation de juillet 2024 avait fixé l'expiration du mandat au 30 mars 2026 en combinant les délais constitutionnels, 90 jours de convocation du corps électoral, puis 40 à 120 jours pour organiser le scrutin après la fin du mandat. Il devenait mathématiquement impossible d'organiser les élections sans vider l'Assemblée nationale pendant la session parlementaire constitutionnellement obligatoire de juin. La nouvelle prorogation résout donc un blocage mécanique réel. Le second argument touche à la sécurité. La crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest n'est pas réglée. Organiser des élections dans des zones où des groupes séparatistes armés menacent encore candidats et électeurs nécessite une préparation sécuritaire que l'on ne peut bâcler sans prendre des risques humains concrets. Le troisième argument concerne la qualité du scrutin. Une campagne écourtée menée dans la précipitation ne profite à personne, sauf peut-être au parti qui n'a pas besoin de convaincre parce qu'il contrôle l'administration territoriale. Paradoxalement, un délai supplémentaire serait, en théorie, dans l'intérêt d'une opposition qui doit mobiliser à partir de rien. Ces arguments ont leur réalité. Leur faiblesse est d'être arrivés trop tard, ou plutôt d'être arrivés exactement au moment où ils étaient utiles et d'avoir été absents exactement au moment où ils auraient dû structurer la planification initiale. En 1997, Eboussi Boulaga avait un mot pour ce type de nécessité soudaine, la nécessité de convenance. Au fond, la vraie question n'est pas juridique, elle est politique et démocratique. Jean-Michel Nietzsche, député, l'a dit publiquement. Chose rare dans une assemblée aux couleurs du RDPC. Cette prorogation constitue selon lui une interprétation fantaisiste et biaisée de l'article 15-4 de la Constitution dans un but purement électoraliste. Jean-Michel Nietzsche, député. Il est Kamga. La société civile l'avait nommé sans détour lors de la prorogation de 2024. C'est la roublardise électorale permanente puisqu'il s'agit de distribuer les cartes dans le sens du pouvoir, fausser le jeu. Hilaire Kamga, société civile. Joshua Oshi du SDF avait formulé l'alerte avec une précision arithmétique. Ce sont les conseillers municipaux en majorité qui votent les conseillers régionaux. Si les mêmes conseillers municipaux doivent voter 2 fois les conseillers régionaux, nous aurons une confiscation de notre démocratie pendant 10 ans et sans alternance. Joshua Ozi, SDF. Le mécanisme est implacable. Maintenir en place des élus acquis au parti dominant, c'est maintenir les conditions structurelles d'exclusion de toute candidature indépendante au scrutin suivant. Maurice Kamto en a fait les frais. D'autres, demain, pourraient connaître le même sort. Une démocratie où l'Assemblée nationale vote sa propre prorogation, où le Conseil constitutionnel prend un avis motivé, confidentiel et non contraignant, et où l'ICAM ne convoque le corps électoral que quand l'exécutif l'y autorise, n'est pas une démocratie défaillante.
C'est une démocratie de façade. Et ce que Fabien Ebousi-Boulanga appelait avec une précision chirurgicale, une transition qui n'a pas l'intention d'aboutir. Un mandat de 5 ans qui en dure 7, sans que les électeurs aient été consultés, sans qu'une crise majeure l'ait imposé, sans qu'une réforme structurelle en soit la contrepartie. C'est un mandat qui n'a plus de nom constitutionnel. C'est un mandat de convenance. Il faut absolument qu'on aille aux élections, mais malheureusement, la formation politique qui tient le Cameroun refuse en fait de se reformer, refuse en fait de faire les changements qu'il faut. Et malheureusement, c'est donc le Cameroun qui est le malheureux dans l'histoire. Il reste dans les archives de l'Assemblée nationale camerounaise 2 textes de loi. L'un daté de juillet 2024, l'autre de mars 2026, qui se ressemblent si parfaitement que l'un pourrait croire qu'un seul homme les a rédigés. On y trouve les mêmes circonstances, le même ELECAM à réajuster, la même charge financière allégée, le même article 15.4, la même procédure d'urgence. Dans Même pas sur le Cameroun, Mongo Betty écrivait que l'histoire d'un pays se lit dans la répétition de ses actes, non dans la solennité de ses discours. Ces 2 textes, lus ensemble, racontent quelque chose, et quelque chose ne ressemble pas tout à fait à de la démocratie. 19 mars, dépôt du projet de loi. 23 mars, adopté en séance plénière. 27 mars, promulgué par Paul Biya. 6 jours, c'est tout ce qu'il a fallu pour prolonger de 9 mois un mandat que les électeurs n'ont pas renouvelé. 6 jours pour décider à leur place, sans débat public, sans consultation citoyenne, sans que l'opposition ait pu peser sur le résultat. Patricia Tomaino Dame-Joya, figure de l'opposition camerounaise, a lâché une phrase qui résume l'état du pays mieux que n'importe quelle analyse. Le Cameroun est assis sur un volcan de plus en plus, et c'est très dangereux. Patricia Tomaino Dame-Joya, UDC. Le volcan n'est pas cette progression seule. C'est l'accumulation d'habitudes, la normalisation de l'absurde que Achille Bembe avait décrite 30 ans plus tôt. Les 180 députés siègent, leur mandat est prorogé. Et quelque part, dans ce pays de 27 millions d'habitants, des électeurs qui avaient 21 ans en 2020 en ont 26 aujourd'hui et n'ont toujours pas voté pour leurs représentants. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas un complot, c'est une habitude. Et les habitudes dans les systèmes politiques sont les choses les plus difficiles à défaire, précisément parce que plus personne ne les remarque.